les zones où on sait qu'on doit enlever moins pour récupérer une pièce la plus rectiligne possible. Mais voilà, et donc là on est dans des techniques de taille qui vont s'étaler très longtemps. Hein. Puisque ici, bonjour, les techniques de taille en verre, ben, vous allez avoir ça, les aborigènes australiens, ils faisaient encore ça il y a 50 ans. Ils ont peut-être disparu là. Non, ils se sont partiellement acculturés, encore que maintenant, comme on commence à s'intéresser sérieusement à eux, tout ne sera peut-être pas perdu. Ah. Mais c'est pas gagné. Non, parce que là, faudrait savoir, on ne saura jamais. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est la découverte? Ah non, eux, là, pour moi, c'est clairement des très bons observateurs. Quand ils ont vu des isolateurs et quand ils en ont eu en main, ils ont très... Non, mais je parlais même à l'origine, mais au-delà, carrément, quand on a inventé le premier art. C'est un vulgaire bout de bois qu'on a cambré, c'est quand même... Il y a le choix du morceau. Ça va plus loin que ça, je crois. Ouais. Je pense, moi, qu'on est déjà, contrairement à ce qu'on voudrait imaginer dans nos sociétés. Vous avez déjà lu La gloire de mon père de Marcel Pagnol? Oui, mais ça fait longtemps. Hein. Ben, je renvoie souvent les gens là parce que il y a deux choses intéressantes. Il dit que les instituteurs ont toujours été des grands bonimenteurs parce qu'il faut convaincre l'intérêt d'apprendre. Mais c'est pas exactement comme ça qu'il dit, mais c'est un peu l'idée. Et l'autre chose la plus intéressante dans ce sujet-ci, c'est qu'il dit que les livres d'histoire n'ont jamais été écrits que pour justifier le gouvernement actuel. Ouais. Et en fait, c'est souvent malheureusement un peu ça qu'on voit. C'est maintenant on a, enfin les démarches historiques et d'études en sciences historiques, etc. sont plus établies. On se rend un peu plus compte des écueils qu'il y a, donc on essaye souvent de contourner. Normalement, on ne tombe plus dans les mêmes panneaux, mais il y a effectivement, chez beaucoup de gens, l'illusion qu'on vit mieux maintenant qu'avant. Ouais, pas sûr. Et je dis illusion parce que c'est pas du tout sûr. Pas sûr, je crois pas moi. Sinon, que d'avoir un outil trop long. Ça c'est tout des... Mes éclats sont tellement fins qu'ils cassent, mais ça c'est pas gênant du tout. C'est pas du tout gênant parce que ça me permet, tu vois, c'est ça qu'il faudrait idéalement pour terminer une hache. C'est des enlèvements très plats et très peu d'arêtes et de nervures, parce que ça veut dire alors qu'ils sont vite. Le polissage se fait rapidement. Mais bon, un biface comme ça, c'est pas destiné à être poli. Hein. On va aller maintenant dans la forêt de Meudon pour aller polir. Ouf. C'est un travail de fou ça, le polissage. Ça se compte en heures. Non mais il y a un sacré tour de main quand même. Mine de rien. Il faut un peu de précision dans le coup, mais il arrive un moment où c'est beaucoup de réflexion et de stratégie. Donc ici maintenant d'ailleurs je vais le laisser comme ça, j'y reviendrai. Ouais, parce que si tu fais mal, on est embêté après. Ouais, tout à fait. Faut prendre un autre morceau. Il faut encore reprendre là, mais je peux le reprendre par ici, mais la pointe je terminerai ça demain. À un autre moment. Ouais, maintenant il faut vraiment juste terminer la pointe parce qu'il commence à devenir vraiment bien fin. Il commence vraiment à avoir une belle gueule de biface. Ça devient dangereux là. Ben, il faut arrêter avant de faire des bêtises quoi. D'ailleurs, tu vas changer d'outil après, tu fais quoi? Je vais rester au même, voilà. Mais je dois maintenant vraiment rectifier parce que ici j'ai une délinéation qui est tout à fait acceptable. Il y a juste là cette partie là où c'est pas acceptable. Par contre ici sur cette face-ci c'est tout bon. Donc il faut au niveau esthétique que je le régularise, que je le ramène là pour avoir une forme de symétrie entre les deux moitiés du biface. Super. Bon, bah nous on va peut-être... Et ils ne vont pas prélever la pièce n'importe comment. Ils vont pointer sur un plan en disant là on a quelque chose, là on a quelque chose, et ils vont servir de ça pour organiser la fouille. Par exemple dans le nord de la France, ils vont souvent utiliser des détecteurs de métaux
pour être sûr de ne pas tomber sur des restes militaires de la Première Guerre mondiale. Ils ont d'ailleurs, les archéologues de l'INRAP dans le nord de la France et sur toutes les zones qui sont proches de la zone rouge, ils ont régulièrement eu des formations en parallèle avec des démineurs. Oui. Et le pire, c'est que même les démineurs ont dit, tiens, dans l'approche des archéologues, c'est super intéressant parce qu'il y a des choses que nous autres, on n'envisageait pas comme ça. Donc en fait, les deux métiers, les deux spécialisations de métiers, de discuter ensemble pour des problématiques propres à l'archéologie, se sont enrichis de techniques de travail particulières. Waouh, il y a du boulot. Hein. Mais donc voilà,